En France, plus de 10% des couples sont confrontés à une infertilité. Et chaque année, plus de 25 000 enfants naissent par PMA, procréation médicalement assistée. Voilà plus de 10 ans que j'accompagne des femmes et des hommes dans ces longs parcours. 10 ans que je m'intéresse à cet univers de la PMA, où se tutoient le médical et le psychologique, l'éthique et les avancées technologiques, le couple et les réflexions de société, la science et les croyances, la raison et les sentiments. De toutes ces années à travailler auprès des équipes médicales, à accompagner mes patients, j'ai eu envie de faire un podcast. Je suis Rachel Trèves, je suis psychologue et vous écoutez Parcours. Chaque année, près de 10 000 femmes de moins de 35 ans déclarent un cancer. Depuis 2014, les oncologues qui les suivent sont dans l'obligation de leur proposer une consultation spécifique pour discuter d'éventuelles mesures de préservation de fertilité. Préservation qui peut passer par une congélation d'ovocytes. Car les traitements contre la maladie peuvent altérer fortement, voire réduire à néant, toute possibilité de faire un enfant. Double peine pour ces jeunes femmes qui, si elles guérissent, pourraient en plus ne jamais devenir mères. Souvent en âge de procréer lors du diagnostic, elles doivent décaler leur projet de grossesse. Une décision douloureuse, mais la congélation d'ovocytes devient alors cette lueur d'espoir qui permet de se projeter dans le futur et de tenir face à la maladie. Alors qu'elle est en vacances en Italie, Prune, jeune trentenaire, reçoit un coup de fil de sa gynécologue qui la suit depuis son adolescence. Elle m'appelle pour m'annoncer que j'ai un cancer du sein. C'est tombé comme une massue, comme un coup de massue. Je m'attendais pas du tout à ça. J'avais, quelques mois auparavant, en gros, fait un examen chez elle et que le laboratoire avait perdu. Donc elle m'avait appelé pour me dire « il faut que tu reviennes ». Comme j'étais en Italie en voyage et qu'elle voulait pas perdre de temps, elle me l'a annoncé par téléphone. C'est pas forcément la meilleure manière, mais j'ai fondu en larmes. J'étais avec mon homme à ce moment-là, qui lui aussi a pris ça sous la forme d'un choc. Et je me souviens que la première réaction que j'ai eue, c'est comment mes proches vont prendre ça. J'ai eu peur pour eux, en fait, avant d'avoir peur pour moi. Je me suis dit que c'était... De toute manière, je pense qu'on se met tout de suite en mode survie quand on apprend quelque chose comme ça. Quand j'étais en Italie, j'ai pas voulu attendre, en fait, pour déjà l'annoncer à mes proches. Même si c'était par téléphone, j'avais trop peur qu'ils l'apprennent d'une autre manière. Et pour une autre raison aussi, c'est que voilà, je voulais être proactive et pouvoir, dès le départ, je me disais comment me rassurer. Et ma manière à moi, en général, de me rassurer, c'est de prendre les choses en main et de pouvoir, par A plus B, trouver des solutions, même là où il n'y en a pas. Et donc d'appeler des médecins a été la première étape avant d'appeler mes proches. Notamment quelques médecins clés où je me disais eux peut-être pourront juste m'aider à comprendre un peu ce langage qui est pas du tout mon langage, qui est un langage de médecine avec des mots que je ne connais pas, avec des termes qui font peur quand on les maîtrise pas. Et du coup, ma gynéco m'a filé le contact d'un chirurgien qui était spécialisé dans le sein, que j'ai contacté, qui m'a donné quelques petites clés de lecture, et puis avec qui j'ai pris rendez-vous aussi pour mon retour. Grâce à son entourage et au corps médical, Prune commence à comprendre un peu mieux la nature du mal dont elle souffre. Et ensuite, à partir de ces informations-là, j'ai pu commencer à en parler à ma famille. Mais justement, c'était comment trouver les mots pour leur en parler. Et j'avais besoin d'avoir un petit peu la maîtrise de ces mots médicaux pour pouvoir les rassurer en leur disant regardez, oui, le mot fait peur, cancer, ça fait peur, mais la bonne nouvelle, c'est que j'en suis qu'au stade 2. L'autre bonne nouvelle, c'est que c'est hormonodépendant et que c'est le plus facile à soigner. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que les médecins me disent qu'en gros, j'ai un cancer de vieille dame et non pas un cancer de jeune fille. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ceux de jeunes filles sont plus agressifs, ceux de vieilles dames prennent plus leur temps. À Paris, Prune rencontre un premier oncologue. Il lui recommande de commencer par la chimiothérapie avant d'effectuer l'ablation du sein atteint. Un deuxième avis lui recommande l'inverse, la chirurgie puis la chimio. Elle choisit une troisième voie, être opérée à 4 mains par 2 chirurgiens, un spécialisé dans le cancer et l'autre dans la reconstruction mammaire. Très vite, pour Prune, se pose alors la question de la préservation de la fertilité. Du fait de mon âge, 31 ans, les médecins ils sont arrivés assez rapidement pour me dire voilà, on ne sait pas encore si vous allez avoir des traitements, que ce soit radiothérapie ou
chimiothérapie. Mais du coup, il y aura certainement à un moment donné une question à se poser qui sera la question de la préservation de votre fertilité. On va devoir se la poser très rapidement. Là, on était en juin quand j'ai eu l'annonce de la maladie. Je me suis fait opérer en juillet et j'ai dû, avant ça, devoir faire des choix draconiens, c'est-à-dire en presque 15 jours, décider si je devais faire une mastectomie ou une ablation partielle du sein. Sachant que la mastectomie impliquait aussi d'enlever le téton, enfin des choses qui sont assez dures à accepter, le choix des prothèses, le choix de plein de choses très bizarres. Et en plus de ça, voilà, de se dire, ok, si chimiothérapie il y a, ça on le saura en août suite à l'analyse de la tumeur. Et du coup, à ce moment-là, il faudra tout de suite passer par de la préservation de fertilité. On propose d'aller voir la personne qui prend le relais de son laboratoire, qui s'appelle Michael Greenberg. La préservation de la fertilité. Michael Greenberg, gynécologue, chef de service de médecine de la reproduction à l'hôpital Antoine Béclair. L'objectif, ça va être en fait de congeler des ovules ou des spermatozoïdes ou du matériel qui va permettre à un homme, une femme, de pouvoir avoir un enfant, alors qu'on pense, à cause d'une maladie ou à cause de traitements, qu'il ne pourra plus en avoir dans le futur. Virginie Barollange, biologiste de la reproduction à l'hôpital Cochin. La consultation de préservation de la fertilité dans le cadre du cancer, c'est quand même un moment difficile. On va expliquer aux femmes que le traitement qu'elles vont recevoir va perturber leur fertilité future et surtout va faire qu'il va durer, notamment dans le cancer du sein, tellement longtemps que ça va reporter loin le projet d'enfant. Et que c'est, vu l'âge moyen des femmes qui sont atteintes de cancer du sein, c'est souvent des femmes qui sont en âge de procréer et qui étaient parfois même dans un projet d'enfant. Et la découverte du cancer se fait alors même qu'elles étaient dans un projet d'avoir un enfant. Donc c'est terrible, parce qu'on leur dit qu'il va falloir attendre 5 ans au mieux pour qu'elles puissent avoir une grossesse. Donc ça, c'est vraiment difficile. Et en plus, on leur dit que le traitement peut altérer leur fertilité. Alors, on leur propose une solution toutefois. Donc, on est quand même là dans un espoir et dans une sorte de soulagement. Mais il y a toute une première partie de la consultation où on explique ce qui va se passer, sans qu'on ait une boule de cristal. On dit voilà les risques auxquels elles sont exposées. Et là, c'est compliqué. Là, c'est souvent une douleur encore supplémentaire à celle de l'annonce du diagnostic, etc. Je rentre dans le cabinet de ce médecin et il commence à m'expliquer la forme de mon utérus, ça me fait un super dessin de manière très claire. Qu'est-ce qui va se passer? Combien d'œufs potentiellement on peut récupérer et comment c'est important effectivement pour une jeune femme de prévenir avant une chimiothérapie sa fertilité, parce que tout peut arriver. C'est des produits qui sont quand même très toxiques et on ne sait pas comment le corps réagit. Lui, sachant que c'était un cancer hormonodépendant, prend la décision, me propose de ne pas passer par une préservation qui soit avec une stimulation, parce qu'il y a quand même un risque de booster les hormones et c'est pas ce qu'on souhaite dans un cancer hormonodépendant. On travaille dans la main avec les oncologues pour savoir, parce qu'on est dans des traitements urgents, et donc il va falloir intervenir avant que soit initiée la chimiothérapie. Et de fait, il va falloir essayer de tout caler chez une femme qui est dans un process juste après une annonce d'un cancer, en plein en train de faire tout un tas d'examens de bilan de sa maladie cancéreuse. Et il va falloir essayer de greffer là-dessus des stratégies dites de préservation de la fertilité, qui viennent encore alourdir un peu tous les examens et tout le parcours de ces jeunes femmes atteintes de maladies cancéreuses. Donc l'objectif là des médecins et biologistes de la reproduction, ça va être de mettre, avant d'initier notamment des traitements toxiques, on va prendre l'exemple du cancer, puisqu'on prend l'exemple de Prune, avant sa chimiothérapie pour cancer du sein, eh bien, on avait mis de côté des ovocytes parce qu'il y avait un risque que cette chimiothérapie lui endommage sa fonction ovarienne et faire qu'elle ne puisse plus avoir d'enfants dans le futur au moment où elle le voudrait. Et on sait que quand les ovaires sont très altérés dans leur fonctionnement par la chimiothérapie notamment, chez la femme, les stocks ne se refont pas. Donc en fait, toute altération est définitive. Et ça veut dire que
Une femme qui serait venue me voir après un cancer, après avoir reçu tous les traitements, elle a guéri de son cancer, eh bien, la deuxième peine, quelque part, c'est le fait qu'elle pourra éventuellement ne plus avoir d'enfants et que la PMA standard ne puisse plus l'aider, parce qu'on a besoin d'avoir du matériel avec lequel travailler. Si les ovaires sont trop endommagés, on ne peut plus rien faire. D'où l'émergence, avec les progrès de la biologie et de la congélation, l'émergence de techniques qui ont essayé de finalement se projeter dans cette future infertilité potentielle pour pouvoir, avant ça, avant la toxicité, avant les problèmes médicaux, de mettre de côté le matériel qui leur permettra encore d'avoir des enfants. Je savais que je voulais un enfant. Toutes les femmes, c'est pas forcément leur désir et je respecte ça. Moi, c'est vrai que c'était un désir intime depuis toujours. Donc, un désir que par contre j'avais d'avoir un enfant plutôt dans la trentaine. Donc, la vingtaine, ça me serait pas venu en tête. Je voulais vraiment bosser avant et construire ma vie. Mais par contre, dans la trentaine, pour moi, c'était vraiment le projet à venir. Et donc, quand le cancer m'est tombé dessus, c'était pile le moment où je pensais avoir justement cet autre projet-là. On fait un premier prélèvement au moment de mon cycle. Donc, bien sûr, on cale toute la chimio là-dessus, donc il faut se dépêcher d'une certaine manière. Je crois qu'on est fin juillet à ce moment-là, donc je me suis fait opérer il y a peut-être 2 ou 3 semaines de ma mastectomie. Et en fait, on n'arrive pas à retirer suffisamment d'œufs, en gros. J'ai pas assez d'œufs. Donc, on se retrouve avec un résultat, c'est pas tellement le nombre d'œufs, mais c'est aussi le nombre d'œufs qui serait potentiellement fécondable par la suite. Et donc, Michael Greenberg me conseille de refaire une autre opération, mais cette fois-ci avec une stimulation. Et j'accepte en connaissance de cause en me disant qu'effectivement, pour moi, le risque en vaut la chandelle, puisque cette préservation de la fertilité est trop importante pour moi. Je fais cette deuxième ponction, on a un petit peu plus d'œufs cette fois-ci, et donc je me retrouve, je suis maman de 8 petits œufs congelés, des potentiels de vie, qui sont toujours dans leur petit tube, voilà, prêts à donner la vie un jour si besoin. Mais il y avait à la fois l'épée de Damoclès de la chimiothérapie, mais il y a une autre épée de Damoclès que je pense qu'on met très vite aux femmes, qui est l'épée de Damoclès de l'âge. Et à l'époque, j'avais 31 ans bien entamés. Et c'est vrai qu'entre les opérations, la reconstruction, la chimiothérapie, etc., l'hormonothérapie, dont on commence à me parler et qui est censée suivre après ça sur 5 ans, où on me dit on vous laissera peut-être faire au bout de 2-3 ans un petit stop pour essayer d'avoir un enfant, mais tout ça avec des risques, etc. C'est vrai que quand on a cette épée de Damoclès de l'âge, plus du fait que la chimiothérapie, l'hormonothérapie, tous les traitements font que ça repousse à encore plus tard, en gros, on était en train de me dire tu pourras pas essayer avant 36-37 ans, et là, tu seras vraiment dans un âge critique. L'hormonothérapie, ce sont des comprimés qui tentent de prévenir des récidives. Elle dure entre 5 et 10 ans et elle peut avoir des effets secondaires très désagréables. Ce traitement est souvent imposé par les médecins après la chimiothérapie. Mais lors d'un projet de bébé, il faut impérativement arrêter l'hormonothérapie car il y a de grands risques de malformation fétale. La préservation de la fertilité permet aux femmes de se projeter dans le futur. Un futur en bonne santé. Mais le terme même de préservation de la fertilité peut parfois créer de faux espoirs. Michael Greenberg. Ce qui est assez étonnant, c'est que pour la femme, dès que c'est arrivé dans le champ du féminin, et il a fallu attendre qu'on sache congeler des ovocytes, donc ça fait pas si longtemps que ça, c'est 2011 en France, donc ça fait 9 ans, 10 ans, on s'est mis à parler de préservation de la fertilité. Alors qu'on aurait très bien pu dire congélation d'ovocytes comme on le faisait avec les spermatozoïdes. Ça veut dire qu'on se projetait, et on projetait les femmes dans un succès, parce que préserver la fertilité, c'est très très positif comme terme, c'est très bien, mais malheureusement, on n'est pas complètement dans la réalité, parce qu'on doit passer par des techniques de PMA, et la PMA n'est pas si grevée de termes de succès. On en parlait tout à l'heure. Et c'est très bien de les projeter dans quelque chose de positif, mais le terme, il est peut-être très, très trop positif, au vu de ce qu'on fait. Et je ne sais pas pourquoi il a émergé comme ça. C'est assez étonnant, parce que finalement, on ne fait, entre guillemets, que congeler des ovules ou congeler du tissu ovarien.
Elles mettent, je pense pour un grand nombre d'entre elles, beaucoup d'espoir Virginie Barollange, dans cette préservation. Et c'est pour ça qu'on est aussi là pour les éclairer au mieux, en leur disant qu'on ne préserve pas leur fertilité vraiment, et qu'on préserve des gamètes. Et qu'entre le gamète et la naissance d'un enfant, il y a encore un long parcours. Donc on est quand même là pour... On a envie de donner de leur espoir parce que c'est aussi un moyen de s'accrocher à la vie, de se battre. Mais c'est important pour moi aussi que les femmes repartent avec la notion qu'elles ont préservé des gamètes et pas préservé leur fertilité, vraiment, enfin, leur maternité, je dirais. Cette étape-là, elle est clé parce qu'on a l'impression de faire quelque chose pour l'avenir, on a l'impression de préparer, de se préparer au pire des cas, bien sûr, enfin, mais quand même, du coup, d'avoir une porte de sortie, d'une certaine manière, une solution. Ça aurait été horrible pour moi de me battre pour... de passer par la chimio et tous les traitements et derrière de devoir tirer un trait sur cet espoir énorme d'être mère. C'est un espoir énorme, donc certaines y voient des petits œufs, certaines y voient déjà des enfants quelque part. J'ai l'impression d'être mère de 8 petits œufs congelés. Après, j'y pense de temps en temps et en même temps, voilà, j'ai quand même la notion du fait que je suis pas mère de 8 enfants congelés. Je suis mère de 8 ovules qui sont un potentiel de vie, mais il manque l'autre moitié, le spermatozoïde. Au bout d'1 an et demi, Prune prend une décision difficile, celle d'arrêter son traitement contre la maladie. Son corps n'en peut plus et elle non plus. Elle veut le mettre au repos pour en évacuer tous les produits chimiques et lancer son projet bébé. Elle trouve alors des médecins qui l'accompagnent dans ce choix. Je vivais à New York et j'avais décidé d'être suivie et soignée en France, mais bon, je continuais à retourner aux États-Unis. Et là, j'avais trouvé une nouvelle gynéco là-bas géniale qui m'avait fait faire des tests de fertilité parce que voilà, je sais plus si c'était à ma demande ou selon ses conseils. Et mes chiffres sont arrivés assez mauvais, assez bas. J'avais un taux de fertilité peu élevé. Et donc, elle ne savait pas trop me dire si c'était lié à ma chimiothérapie, lié à l'hormonothérapie, ou si tout simplement j'étais comme ça avant, puisque j'avais jamais eu l'idée de faire ça avant. Et donc, je l'écoute, ça m'inquiète forcément, mais en même temps, elle me dit de manière très juste que les chiffres, ça ne veut pas tout dire. Oui, vos chiffres sont mauvais. Du coup, j'ai l'impression que vous voulez essayer par vous-même. Très bien, allez vous amuser. Je ne sais plus s'il a vraiment employé cette expression, mais c'était un peu ce style-là. Allez vous amuser quelques mois, mais dépêchez-vous, dépêchez-vous. Ça, c'est le mot que j'entendais partout, dépêchez-vous. C'était à la fois prenez votre temps parce que hormonothérapie, etc. Et en même temps, contre-indication, dépêchez-vous parce que regardez votre âge. Quand j'ai eu ce test positif, je l'ai fait peut-être 3 semaines après avoir tenté. Et j'y croyais pas, c'est vrai, mais j'y croyais pas et j'étais superstitieuse, j'étais inquiète. Je me suis dit, bon, déjà, j'en parle à personne, si ce n'est à mon homme. Je me suis sentie extrêmement chanceuse. Même si Prune vit enfin le bonheur d'être enceinte, l'ombre du cancer n'est jamais loin. Pour moi, il y avait quand même jusqu'au bout cette inquiétude parce qu'un cancer hormonodépendant, voilà, on sait que le boost des hormones d'être enceinte est inquiétant. Donc, j'ai dû apprendre à faire beaucoup plus attention à mon corps, j'ai dû apprendre à aller régulièrement faire des check-ups et en même temps à pas m'inquiéter trop. Donc il y a les jours avec et les jours sans. Avec la maladie, on a un peu une tendance pour se protéger à se détacher de certaines choses et à se détacher de ses émotions. Et ça, c'est un travail que je fais sur moi parce que à la fois, ça m'a amenée à être beaucoup plus proche de mon intuition, de mes émotions, beaucoup plus à l'écoute. Et en même temps, j'ai toujours un petit peu ce réflexe de survie où je me détache un petit peu des choses pour pouvoir ne pas être trop affectée si ça se passe mal. Et cela se passera bien pour Prune. Une grossesse sans encombre et un accouchement sans problème, malgré la pandémie de Covid-19. La jeune maman et son compagnon accueillent un petit garçon en pleine santé. Je pense que déjà, la vie, c'est un miracle quand elle arrive. Alors là, dans le cas d'un cancer, d'un parcours comme celui-ci, à l'âge que j'avais, de réussir comme ça naturellement, cet enfant est un miracle pour moi et je l'ai vécu comme un miracle.
Vous venez d'écouter Parcours, un podcast de Rachel Trèves, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Sarah Koskiewicz, Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez, Victor Benamou et Vincent Pellegrino. La musique a été composée par Diane Frances.